cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Arracaille, Radio Libertaire, la 9e, avec les mêmes. Igor, salut. Jean, salut. Christophe. Et Jean-Christophe, salut à tous. Et Robert aussi, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous devons recevoir, si tout se passe bien, Alice, avec un pote graffeur. Enfin, Alice aussi a fait du graphe. Bon, si on peut en parler avec eux quand ils arriveront, ça sera sympa. Autrement, il y a les Igor qui va nous raconter donc la petite histoire parisienne qui s'appelle Méfiez-vous des aquaqua. Je vais vous bien expliquer après qu'est-ce qu'est un aquaqua, parce que c'est un être qui existe, surtout dans les pays slaves. Et l'histoire concerne l'époque estivale de l'an 2007, où il y avait beaucoup de campements sauvages un peu partout sur Paris. D'accord, Igor. Jean? Moi, une fois n'est pas coutume, je commencerai non pas par un texte d'un penseur sur l'art, mais par le texte d'un artiste, Gustave Courbet lui-même. Ensuite, je vous raconterai ce qui a précédé le tableau de Théodore Géricault, le radeau de la Méduse, un petit texte sur Donatello, le sculpteur Donatello, un grand sculpteur de la Renaissance, avant, pour finir, de vous raconter l'histoire de Gustave Courbet et de la colonne Vendôme. Ça, j'attends avec impatience ce petit récit sur la colonne Vendôme et Gustave Courbet. Bien, la dernière fois, on vous rappelle qu'on a reçu 3 jeunes filles, 2 qui étaient sorties de l'école il y a peu, et une 3e qui était encore. Voilà, elles ont repris leur petit business. On est bien content pour elles. On espère qu'on les reverra un jour. Avec un petit rappel pour vous dire que cette émission est consacrée, enfin on essaye en tout cas de la faire fonctionner comme ça, en parlant de l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la société, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, poète, l'histoire, l'avenir, l'actualité. Et j'ai une petite annonce à vous faire pour une grande fête, la fête de Radio Libertaire, qui aura lieu le 20, attendez que je regarde parce que j'ai pas mis mes yeux, le 21 et le 22 mars, avec une nuit démo qui durera de 21h à 4h du matin en public, de 21h à minuit. C'est voilà. Alors cette émission, ce sont 2 jours culturels et artistiques qui aborderont le thème de l'art et l'humain. Ou encore, quelle est la place de l'humain en tant qu'individu avec ses spécificités, à l'heure de la globalisation et de l'uniformisation, de la dématérialisation des échanges humains, de la libération à outrance dans le monde du travail et les échanges économiques, de la culture et des médias de masse, ou la biogénétique, du traçage ADN, etc., etc. Nous proposons pour ce festival des projections de films, des vidéos, des interventions musicales et théâtrales, des performances, une exposition d'œuvres d'art. Attention, des jeux de rôle interactifs, des débats et interviews, etc., etc. Le parti pris du Festival de la radio est de montrer le talent, d'où qu'il vienne, milieu carcéral, psychiatrie ouverte, et de mettre en valeur avant tout le message des œuvres. Ces 2 jours seront retransmis en direct de la clé pour vous faire vivre au plus près l'événement et vous faire partager l'ambiance du festival.
Voilà les mecs et les meufs, ce que vous prépare l'équipe de Radio Libertaire, donc le 21 et 22 mars. Ça se passe à La Clé, et La Clé c'est à Sancier-du-Banton, métro Sancier-du-Banton. Voilà, d'autres animateurs vous le rappelleront dans leurs émissions, mais notez-le quand même, c'est important. Igor, t'as des trucs à dire particuliers pour meubler un peu ce premier quart d'heure? Oui. En fait, je voulais revenir un petit peu sur la dernière émission avec les filles. Ça me fait beaucoup rappeler l'époque, il y a 7 ans, à peu près de ça, où j'avais une agence de mannequins en Slovaquie et j'ai travaillé justement avec ce type de filles. Les filles, les mannequins, il faut pas croire, les mannequins c'est surtout et c'est très souvent les filles qui ont de très bonnes écoles, qui arrivent très loin au niveau de leur formation. C'est les filles intelligentes malgré ce qu'on peut croire. Mais par contre, ça me faisait beaucoup rappeler la semaine dernière parce que c'est les filles qui ont beaucoup de projets. Qui ont beaucoup de projets et puis ils sont pas encore dans un stade où ils peuvent par exemple aller jusqu'au bout de certains projets parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ailleurs il y a quelque chose qui leur échappe, il y a quelque chose qu'il faut attraper. Et au bout d'un moment, comme vous voyez un petit peu avec du recul comment il fonctionne, c'est un peu tout à la fois. Et puis au début j'avais des vrais problèmes. Je savais pas tout ça. Au début j'avais des vrais problèmes avec ces filles parce que j'ai cru que ces filles ils sont irresponsables. Mais c'est pas vrai. Ces filles tout simplement ils ont tellement d'ambition. Ils vont arriver au bout d'un moment, croyez-moi, ils vont arriver à des jolies choses. Mais quand à l'âge de 23 ans, vous avez l'impression qu'ils font tout et rien en même temps. Donc, ce que je voulais dire, que moi j'aimais beaucoup cette émission de la semaine dernière, et puis ces filles, j'ai réécouté beaucoup de fois cette émission parce que vous savez pas encore, mais je suis en train de faire un best-of des émissions qui ont déjà passé. Et justement j'ai fait la partie la semaine dernière, j'ai fait la partie avec ces filles et ça me faisait beaucoup penser à mon travail avec les mannequins. Et puis moi je pense que ces 3 filles il faut les respecter, même malgré qu'on n'a pas vraiment l'impression que il y a des résultats, etc. Bien. Eh ben non mais je pense qu'elles ont eu un coup au cœur, et quand tu as fait allusion à ton truc de mannequin là, parce qu'elles ont certainement pensé que c'était leur beauté qui t'avait fait penser à ça. Non, c'est autre chose. Bah écoute, c'est très bien. C'est leur vacuité. Oui, c'est leur intelligence. Non, c'est leur beauté. Alors vous avez pas vu ces filles, mais c'était des filles plus grandes que moi. Donc déjà, ils ressemblent à des mannequins. Et puis, mais par contre, ce qui me faisait penser à mon comme tu dis, mon truc des mannequins, c'est surtout de gérer les moments avec eux. Ils ont beaucoup parlé, ils ont dit beaucoup de choses, ils ont voulu dire beaucoup de choses, etc., mais c'est pas toujours évident, hein, Robert, de gérer. À propos de mannequins, d'ailleurs, j'ai une petite histoire qui fera rire probablement que moi, mais j'ai passé quelques jours là du côté de la Baule et il y a un mec qui travaille dans le cheval, les choses hippiques, je sais pas ces choses-là. Et il avait organisé un grand concours épique et il y avait un des cavaliers qui était vraiment le cavalier prout-prout, quoi, toujours playboy, beau mec et tout, vachement bien fringué. Et le speaker qui annonçait l'entrée des cavaliers, qui était un mec absolument incontrôlable, qui dit « Et voici maintenant Monsieur mannequin chez Kiabi ». Il paraît que le mec s'en est pas encore remis. Choc. Oui, une petite annonce aussi, on a ouvert un blog de l'émission
qu'on peut trouver à l'adresse suivante. C'est pas encore au point, alors on vous demande votre indulgence par avance. C'est artRacai.blogspot.com. ARTRACAI2LE.blogspot BLOGSPOT.com. Là, je vous fais quand même confiance pour le .com, excusez-moi. Voilà, vous pouvez y déposer, aller y faire un tour pour écouter les émissions passées, avoir les liens vers les sites internet des pages des invités, au moins pour celles ou ceux qui en ont, et puis également déposer des commentaires ou des questions. Nous essaierons d'y répondre dans les émissions à venir. Merci Jean. Et ces gens qui se gaffent tout ce boulot, qui comme ça peut paraître vraiment pas grand-chose, mais croyez-moi que c'est vraiment un truc difficile à faire, surtout quand on n'a pas que ça à faire. C'est ça le problème. Merci. Si on était retraité, ça irait. Bien, Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous alléger un peu cette ambiance avec un peu de musique, s'il te plaît? Mais oui, tout à fait. Est-ce que vous connaissez Pearl Jam? Ah oui. Ouais. Pas du tout. Ça fait plaisir. Le temps des cerises et qui rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Arracai, Radio Libertaire, la 9e, avec les mêmes. Igor, salut. Jean, salut. Christophe. Et Jean-Christophe, salut à tous. Et Robert aussi, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous devons recevoir, si tout se passe bien, Alice, avec un pote graffeur. Enfin, Alice aussi a fait du graphe. Bon, si on peut en parler avec eux quand ils arriveront, ça sera sympa. Autrement, il y a les Igor qui va nous raconter donc la petite histoire parisienne qui s'appelle Méfiez-vous des aquaqua. Je vais vous bien expliquer après qu'est-ce qu'est un aquaqua, parce que c'est un être qui existe, surtout dans les pays slaves. Et l'histoire concerne l'époque estivale de l'an 2007, où il y avait beaucoup de campements sauvages un peu partout sur Paris. D'accord, Igor. Jean? Moi, une fois n'est pas coutume, je commencerai non pas par un texte d'un penseur sur l'art, mais par le texte d'un artiste, Gustave Courbet lui-même. Ensuite, je vous raconterai ce qui a précédé le tableau de Théodore Géricault, le radeau de la Méduse, un petit texte sur Donatello, le sculpteur Donatello, un grand sculpteur de la Renaissance, avant, pour finir, de vous raconter l'histoire de Gustave Courbet et de la colonne Vendôme. Ça, j'attends avec impatience ce petit récit sur la colonne Vendôme et Gustave Courbet. Bien, la dernière fois, on vous rappelle qu'on a reçu 3 jeunes filles, 2 qui étaient sorties de l'école il y a peu, et une 3e qui est encore. Voilà, elles ont repris leur petit business. On est bien content pour elles. On espère qu'on les reverra un jour. Avec un petit rappel pour vous dire que cette émission est consacrée, enfin on essaye en tout cas de la faire fonctionner comme ça, en parlant de l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la société, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, l'histoire, l'avenir, l'actualité. Et j'ai une petite annonce à vous faire
pour une grande fête, la fête de Radio Libertaire, qui aura lieu le 20... Attendez, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Vous êtes toujours avec nous, on le sait, on le sent, on le hume. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses, toujours en présence de nos invités absents, avec Jean, heureusement présent, Igor, fidèle au poste, et Jean-Christophe dans sa petite cage vitrée. Lettre aux jeunes artistes de Paris par Gustave Courbet. Gustave Courbet, c'est 1819-1877. En 1861, des élèves de l'école des Beaux-Arts de Paris, en réaction contre l'enseignement académique qui y est dispensé. Je sais plus qui tenait l'atelier de peinture, je pense que c'était Thomas Couture à cette époque. Dans le genre pompier, on fait difficilement mieux. Ces élèves ont demandé, donc ces élèves en réaction contre l'enseignement, demandent à Courbet d'ouvrir un atelier et de les initier aux pratiques de son art. Le 9 décembre, le peintre ouvre sa porte. 2 semaines plus tard, les élèves sont au nombre de 42. Courbet leur adresse alors une lettre. Je vais vous en lire un extrait. Je ne puis pas avoir d'élèves. Moi, qui crois que tout artiste doit être son propre maître, je ne puis songer à me constituer professeur. Je ne puis pas enseigner mon art, ni l'art d'une école quelconque, puisque je nie l'enseignement de l'art, ou que je prétends, en d'autres termes, que l'art est tout individuel et n'est pour chaque artiste que le talent résultant de sa propre inspiration et de ses propres études sur la tradition. Il ne peut pas y avoir d'école, il ne peut y avoir que des artistes. Je ne puis donc pas avoir la prétention d'ouvrir une école, de former des élèves, d'enseigner telle ou telle tradition partielle de l'art. Je ne puis qu'expliquer à des artistes, qui seraient mes collaborateurs, et non mes élèves, la méthode par laquelle, selon moi, on devient peintre en laissant à chacun l'entière direction de son individualité, la pleine liberté de son expression propre dans l'application de cette méthode. Alors en conclusion, je dirais que pour Courbet, il ne peut y avoir d'école, l'art étant essentiellement individuel. Les écoles ne sauraient qu'enseigner à faire à la manière d'eux, ne sauraient que former des artistes insipides, capables seulement de reprendre les sempiternels sujets, d'imiter les anciens ou de copier les modernes. Leurs œuvres n'auraient alors aucune valeur, elles ne seraient que des fantaisies, je reprends les termes d'une autre partie de la lettre, des rêves d'archéologues. Il faut savoir que Courbet tenait Ingres pour une caricature de petits maîtres italiens, eux-mêmes imitateurs de l'Antiquité. Rejoignant Proudhon, auquel il voue une immense admiration, il estime que seule l'histoire contemporaine doit être peinte. Qu'aucune époque ne saurait être reproduite que par ses propres artistes, ceux qui ont vécu en elle. Que les vrais artistes sont ceux qui prennent l'époque juste au point où elle a été amenée par les temps antérieurs. Plus qu'un peintre militant, Courbet a été un grand artiste engagé, il a même été un élu de la Commune de Paris, comme nous le verrons plus loin dans l'émission. La prochaine fois, on passera d'ailleurs aux penseurs de la maison, si je peux employer ces termes, Proudhon, là, avec lequel il a beaucoup communiqué. La correspondance de Courbet est disponible chez Flammarion, mais le prix est assez prohibitif, 28,50 €. Il faut dire que c'est un pavé de plus de 600 pages. Bon, avec un peu de chance, vous pouvez peut-être trouver ça sur un site d'occasion ou une librairie d'occasion aussi, plus intéressant pour quelques euros de moins. Vous pouvez vous procurer la biographie que lui a consacrée Michel Ragon, peintre de la liberté. Je crois que Chez Robert Julliard. l'a lu. Hein. Oui, chez Julliard. Ah, Oui, chez oui. Julliard. Oui, c'est à cette occasion, on était allé avec André Robert. À ce moment-là, je faisais partie de l'émission Entre Chien et Loup qui continue d'ailleurs, une émission du groupe La Vache Folle. On était allé chez Ragon pour en parler. Et c'est vraiment une bio vraiment très 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 intéressante. Donc moi ça m'a donné envie de continuer mon taf quoi. Voilà, oui. Courbet, merci Jean de nous parler de ce grand mec et j'attends avec impatience la suite de l'histoire avec la colonne Vendôme et les conséquences que ça a eu pour ce grand artiste de la
qui a eu pendant la Commune qui était en quelque sorte une espèce de ministre des Beaux-Arts, quoi. Il n'y a pas de ministre, mais bon, c'est lui qui s'occupait de toutes ces questions-là. Voilà. Bien, nous avons un peu de bruit dans le vestibule de la radio. Serait-ce les invités qui arrivent? Oui, me dit Igor en levant le pouce. C'est mieux que de le baisser, Romain, parce que là, on aurait été mal. Est-ce que tu peux les faire activer? Non, d'accord. Bon. Alice est un graffeur pour nous parler de leur... des bêtises qu'ils peuvent faire sur les murs, en espérant que c'est aussi bien que le graphe de Belleville, le 20e. Le 20e. Sarko, Le 20e, Nick Sarko. Le 20e, Nick Sarko, voilà, on devrait vous le répéter. Je suis passé d'ailleurs récemment, alors je sais pas si c'est un attentat ou des pigeons qui se sont oubliés, il y a une espèce de poudre blanche, enfin je me suis pas approché, je suis pas allé voir de près ce que c'est, qui a recouvert le haut du haut. Et on peut lire maintenant le 20e Nick Sarko. Ce sera pas, j'ai pas été plus étonné que ça dans la mesure où on peut dire qu'avec lui ça recule. Mais voilà, je sais pas, il faudrait peut-être passer un coup d'éponge. Moi, je m'en suis pas senti la force. Non, mais Sarko, chacun son truc. Sarko, c'est pas mal. Avec Sarko, donc ça recule, voilà, on peut vous le dire. Et c'est toujours dans le 20e arrondissement de Paris. Ah, le 20e arrondissement de Paris. Oh, bah les voilà. Bonjour Alice, bonjour. Bonjour. Loïc. Salut. Voilà, vous avez pu écouter en direct les... C'est moi qui les ai ramenés, il faut pas oublier ça. Merci Igor. Non, Igor, non, bah, franchement, là, on est scotché. Qu'est-ce qu'on ferait sans Igor? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, petit problème de voiture apparemment. C'est dur pareil. Voilà, c'est sur Paris. C'est bien dur même. Mais bon, on est là. En plus c'est le matin là. Tu viens d'où? D'Anières là j'arrive, mais c'est le matin là. Ah d'accord. C'est ça, c'est le sud qui arrive là. C'est le sud qui arrive. Robert qui est élevé depuis 3 heures évidemment, à cause de ses articulations. Ouais. Alors donc t'habites à Asnières? Ouais, en ce moment ouais. En ce moment ouais. Et donc tu graffes? Ouais. Enfin en ce moment ça a été un peu mis entre parenthèses, mais sinon. Pourquoi? La vie de famille, petit enfant, femme, tout ce qu'il n'y avait pas avant quand on a commencé et qui fait que aujourd'hui on a un peu calmé l'histoire, quoi. Tout simplement. Aujourd'hui on a plus de choses à faire à côté, donc on a mis un petit peu de côté. D'accord. Voilà. Mais tu pourras quand même nous expliquer un peu ce que c'est que cette activité illicite. Ouais, c'est pas illicite quoi. Non, mais je déconne. Non, pour nous c'est pas illicite, pour nous c'est normal quoi. Il y en a qui jouent au foot, il y en a qui peignent des murs, il y en a je sais pas, chacun, il y en a ils font de la radio, il y en a voilà quoi. Bien vu. Non, c'est comme ça, c'est chacun a sa passion. Après il y en a ils font de la radio illicite par exemple, il y en a ils font des trucs détournés. Nous c'était un petit peu détourné, sauf qu'il y a des endroits où c'est un peu plus toléré qu'à d'autres. Après il y a une petite partie illicite, j'avoue. C'était aussi le truc qui était un petit peu attirant parce que nous on aimait bien justement. Mais c'est le Chloé qui nous a bien expliqué quand elle était ici la dernière fois que c'est tout à fait sérieux. C'est un art. C'est un art, oui et non. Enfin, c'est un monde, quoi. C'est un monde vraiment à part entière, le graffiti. Il y a de tout qui existe dedans. Il y a même la guerre, il paraît. Ah bah oui. Ouais, c'est un monde dans le monde actuel, quoi, en fait, quoi, c'est ça. Okay. C'est une micro-société. Ouais, c'est un reflet du monde actuel. Ouais, en y pénétrant bien, justement, en découvrant ça aussi, c'est un peu ça qui fait qu'on a laissé un peu de côté, parce que au début, on est rentré dans le truc, parce qu'on croyait que c'était un petit peu différent du monde, que c'était un petit peu plus love, peace and having fun, et au final, on se retrouve dans des trucs, dans des histoires qu'on comprend même pas, quoi, parce que nous, on est là pour peindre, il y a des guerriers, il y a tout, donc, on comprend plus tout à un moment donné. Mais ça a l'air passionnant. Ouais. C'est intéressant, ouais, comme monde, c'est particulier, quoi. Mais toi, Alice, tu as participé un petit peu à ces festivités? Ouais, moi, j'en faisais avec Loïc, justement, quand j'étais à Paris. Et ça a duré le temps que j'habitais à Paris. Après, quand je suis redescendue, j'ai plus l'utilité de graffer.
Parce que c'était vraiment pour, je sais pas, ici je galérais, j'avais une vie un peu spéciale, pas terrible, donc il fallait que je sorte quelque chose, que je fasse quelque chose, que je montre que j'étais là aussi. C'était pour ça que je le faisais. Après, voilà, comme il dit Loïc, maintenant il y a d'autres choses qui passent en priorité. Ça c'est un peu trop difficile comme monde au bout d'un moment, quoi. Puis en plus on n'en vit pas, quoi. C'est aussi ça qu'il faut dire, quoi. C'est que si tous les après-midi on nous donnait 50 € comme quand on va travailler quelque part, bah bien sûr on continuerait parce que c'est ce qui nous plaît, c'est un truc on a été attiré par ça. Donc on continuerait. Maintenant il faut subvenir à ses besoins, il y a des loyers à payer. Quand on était chez papa maman, ça allait, quoi, c'était facile. On avait que le matériel à acheter. Maintenant si en plus du loyer, de la bouffe, faut acheter le matériel et tout, c'est ça c'est devenu un loisir comme les footballeurs du dimanche, quoi, comme il s'achète sa paire de chaussures à l'année, ça coûte pas très cher. Bah nous avec cet argent-là, on achète 3-4 bombes et ça fait juste 3-4 graphes, quoi. Puis voilà. Oui, aussi il y a le côté, effectivement, il y a le côté fric qui est important. Sur les bombes, c'est pas donné, c'est quand même ça a un coût. Ouais, c'est pas donné. Bah ouais, c'est pas donné, mais ce qu'il y a, c'est que comme c'est une micro-société, c'est un micro-monde, et bah c'est toujours les mêmes qui ont les avantages, quoi. C'est les gars qui vont aller gratter dans les associations. Alors c'est comme celui qui va pleurer une augmentation. Pour moi, c'est comme celui qui va pleurer une augmentation auprès de son patron. Il n'avait qu'à pas accepter les termes du contrat et pas aller pleurer tous les 3 mois pour une augmentation. Je sens qu'on va bien s'amuser. Les gars dans les associations, pour moi, c'est pareil, quoi. Ils se disent, on est les vrais graffeurs, on est les vrais chi, mais si derrière, il n'y a pas la mairie qui dit, bah attends, je t'ai acheté 150 bombes, va t'amuser. Il n'y a plus personne, quoi. Les gars, ils restent en bas d'une cité ou en bas dans un parc et ils font plus rien non plus, quoi. Très bien, Loïc. Vous êtes sur Arakaï, c'est Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans publicité. Puis là, on a 2 exemplaires intéressants. Jean-Christophe, si tu pouvais nous passer un petit peu de tes musiques de derrière les... Un petit peu de musique rebelle, s'il te plaît. C'est Janis Joplin, on peut la considérer comme une rebelle, non? Ah oui. Ouais, quand même. Complètement. Jean-Christophe. Le temps des cerises et qui rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Arakaï, Radio Libertaire, la 9e, avec les mêmes. Igor, salut. Jean, salut. Christophe. Et Jean-Christophe, salut à tous. Et Robert aussi, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous devons recevoir, si tout se passe bien, Alice, avec un pote graffeur. Enfin, Alice aussi a fait du graphe. Bon, si on peut en parler avec eux quand ils arriveront, ça sera sympa. Autrement, il y a les Igor qui va nous raconter donc la petite histoire parisienne qui s'appelle Méfiez-vous des aquaqua. Je vais vous bien expliquer après qu'est-ce qu'est un aquaqua, parce que c'est un être qui existe, surtout dans les pays slaves. Et l'histoire concerne l'époque estivale de l'an 2007, où il y avait beaucoup de campements sauvages un peu partout sur Paris. D'accord, Igor. Jean? Moi, une fois n'est pas coutume, je commencerai non pas par un texte d'un penseur sur l'art, mais par le texte d'un artiste, Gustave Courbet lui-même. Ensuite, je vous raconterai ce qui a précédé le tableau de Théodore Géricault, le radeau de la Méduse, un petit texte sur Donatello, le sculpteur Donatello, un grand sculpteur de la Renaissance, avant, pour finir, de vous raconter l'histoire de Gustave Courbet et de la colonne Vendôme. Ça, j'attends avec impatience ce petit récit sur la colonne Vendôme et Gustave Courbet.
Bien, la dernière fois, on vous rappelle qu'on a reçu 3 jeunes filles, 2 qui étaient sorties de l'école il y a peu, et une 3e qui est encore. Voilà, elles ont repris leur petit business. On est bien content pour elles. On espère qu'on les reverra un jour. Avec un petit rappel pour vous dire que cette émission est consacrée, enfin on essaye en tout cas de la faire fonctionner comme ça, en parlant de l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la société, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, poète, l'histoire, l'avenir, l'actualité. Et j'ai une petite annonce à vous faire pour une grande fête, la fête de Radio Libertaire, qui aura lieu le 20, attendez que je regarde parce que j'ai pas mis mes yeux, le 21 et le 22 mars, avec une nuit démo qui durera de 21h à 4h du matin en public, de 21h à minuit. C'est voilà. Alors cette émission, ce sont 2 jours culturels et artistiques qui abordent le thème de l'art et l'humain. Ou encore, quelle est la place de l'humain en tant qu'individu avec ses spécificités, à l'heure de la globalisation et de l'uniformisation, de la dématérialisation des échanges humains, de la libération à outrance dans le monde du travail et les échanges économiques, de la culture et des médias de masse, ou la biogénétique, du traçage ADN, etc., etc. Nous proposons pour ce festival des projections de films, des vidéos, des interventions. 9e, tout va bien, tout baigne, les invités sont arrivés, vous avez pu en entendre un peu un échantillon de leur travail sur les murs, enfin de leur motivation, de ce qu'ils font. Maintenant, en attendant qu'ils reviennent du fumoir, voilà, Jean. Histoire de vie, histoire d'artiste, la jeunesse d'un chef-d'œuvre, le radeau de la Méduse, qui a d'ailleurs pas mal inspiré les graffeurs. Il y a notamment toute une série de Speedy Graffito, un peintre dont la peinture est très inspirée des graphes. Le radeau de la Méduse, c'est Théodore Géricault. Géricault, c'est 1791-1824. En 1814, pendant la Restauration, le traité de Paris contraint l'Angleterre à restituer à la France l'ancienne colonie du Sénégal. La plus récente et rapide frégate de la flotte française, la Méduse, 3 mâts et 44 canons, est chargée d'y transporter le nouveau gouverneur, sa famille, les fonctionnaires de la compagnie et toutes les troupes. Les places à bord étant limitées, les équipages habituels ont été réduits. Pire, les officiers sont inexpérimentés, voire totalement novices. Le capitaine, Duroy de Chaumarez, est une ganache comme l'armée française a toujours aimé en produire, borné, sourd aux avis des marins les plus aguerris, incapable de diriger un bateau. Pire encore, les cartes de navigation embarquées sont totalement obsolètes. Le 16 juin 1816, la frégate quitte le port de Rochefort par beau temps et vent favorable. 15 jours plus tard, la flotte longe les côtes de l'Afrique, que d'invisibles bancs de sable rendent très dangereuses. Aucun des marins n'ose plus faire part de ses doutes, la sanction étant au mieux le fouet, au pire la pendaison. À 14 heures, contrevenant aux ordres du capitaine, l'enseigne Maudet décide de sonder. 16 brasses sous la quille, la catastrophe est imminente. Comprenant enfin son erreur, monsieur de Chaumarez hurle « à droite toute », précipitant le bateau sur le banc d'Arguin qu'il pensait avoir dépassé depuis un bon moment. La frégate est maintenant complètement immobilisée, pesant de tout son poids. La décision est prise de construire un radeau de 20 mètres de long sur 7 mètres de large, de façon à y décharger la cargaison pour alléger la Méduse et lui permettre de s'échapper à la faveur de la marée. À 23 heures le lendemain, le vent a brutalement forci, une puissante lame arrache le gouvernail et les ferrures et ouvre une énorme brèche dans la coque. La Méduse n'est plus qu'une épave qu'il faut abandonner. Le gouverneur et sa famille ainsi que le capitaine et les officiers embarquent sur la chaloupe, les soldats ordinaires et les marins sur le radeau que l'on a attaché à la chaloupe. Mais l'ensemble est ingouvernable et dérive rapidement vers la haute mer. Le capitaine prend alors la décision de rompre l'amarre et d'abandonner le radeau à son sort. Des hurlements de fureur et de terreur accompagnent ce geste infâme. Il n'y a en effet à bord du radeau ni carte, ni boussole, ni sextant, et les 152 passagers ne disposent en tout et pour tout que de 5 barriques de vin, d'un fût d'eau douce et de quelques biscuits détrempés.
À l'aube, 20 personnes ont déjà disparu, d'autres se jettent à l'eau et se laissent couler. Pris de folie collective, d'autres vident une barrique de vin, puis complètement ivres commencent à démanteler le radeau à coups de hache. Une féroce bataille s'engage alors avec ceux qui sont restés sobres. Au petit matin, on recense pas moins de 63 nouvelles victimes. Le fût d'eau douce et 3 tonneaux de vin ont été jetés à la mer pendant la bataille. Les rescapés commencent à mastiquer le cuir des baudriers. Le 3e jour, certains naufragés commencent à arracher des lambeaux de chair aux cadavres qui jonchent le sol du radeau. Le 4e jour, le dernier tonneau de vin diminuant dangereusement, il est décidé de jeter les plus faibles à la mer. Les autres commenceront bientôt à boire leur propre urine. Enfin, le 17 juillet, après 13 jours de dérive, une voile blanche apparaît à l'horizon et le navire l'Argus récupère 15 survivants. Et Monsieur de Chaumarez, il vogue tranquillement vers la France, ignorant que l'histoire a traversé la mer plus vite que lui, et que c'est le conseil de guerre qui l'attend. Mais il ne sera condamné qu'à 3 années de prison et à ne plus servir, alors que ses décorations lui sont refusées. Voilà, 3 ans plus tard, le tableau réalisé par Théodore Géricault fait sensation au salon. Malgré sa force, il est pourtant moins réaliste qu'idéalisé, et les personnages sont rasés d'un peu trop près. Mais sa composition dissymétrique est saisissante, c'est l'une des peintures les plus impressionnantes de l'histoire. Elle est aujourd'hui considérée comme le manifeste du romantisme pictural. Le naufrage de la Méduse a aussi inspiré une chanson que tout le monde connaît. Bah surtout pas. Oh, moi, Non, pas toi, Igor. Ah bah je sais pas, en Slovaquie on chante pas. Qui fait partie du patrimoine français. Oh, français. Il était un petit navire. Ah, ouais. Ah oui, ça on connaît. Qui n'avait pas le radeau. La Méduse aussi cette chanson. Mais non. Bien, bah merci Jean. Ce qui est rigolo, c'est qu'il paraît que Géricault a dessiné, a fait des croquis, des études, des têtes pour radeau dans une morgue. Mm-hmm. Pour faire les têtes des morts. Bien. Un des personnages au premier plan et Delacroix aussi. Voilà. Ouais, et ce que j'ai lu aussi en Louvre sur ça, c'est que c'est la première fois qu'il utilise parmi les personnages qui se trouvent sur ce radeau un noir. C'est-à-dire, c'était première manifestation de changement de cette situation d'esclave, quoi. C'est-à-dire, lui, ce noir, il est parmi les blancs comme eux. C'est-à-dire, il est égal à égal. Donc, à l'époque, il paraît que ça a fait quand même pas mal des vagues. Oui, tout à fait. Loïc, bien. Alice, vous allez nous raconter, j'espère, des choses un peu plus gaies. Pas forcément. Désolé. Bon, voilà. Loïc, tu peux poursuivre un peu ce que tu nous exposais tout à l'heure, là. Ça commence à me passionner. Ces histoires de milieux un peu particuliers où voilà, ça bouge un peu dans tous les sens. À la fin, on comprend plus rien à ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Bah, en fait, c'est un truc, au départ, on croit tout maîtriser. Au final, on maîtrise plus rien parce qu'il y a trop de choses qui viennent se coller. Nous, on était là juste pour peindre. Et nous, on peignait dans la campagne, on va dire. Et à partir du moment où on a commencé à les graffer, on va dire, sur le long des voies ou sur des trains ou même sur Paris carrément, hein, ça commençait pas à ouvrir des guerres, mais une espèce de compétition qui est présente dans toute la société de nos jours, quoi. C'est toujours à qui sera le meilleur, c'est celui qui en fera le plus, c'est celui qui se démarquera le plus. Celui qui se fait le plus voir, surtout voilà. Dans le graffiti, c'est ça, hein, le but, c'est vraiment de se faire voir, de montrer que son nom c'est le plus connu et c'est comme à la télé, quoi. Ouais. C'est celui qui brillera le plus sous les projecteurs, quoi. Et, et c'est pas ce que tu recherchais. Bah non, justement, moi ce qui m'a attiré, c'est qu'on mettait notre nom quelque part. Les gens ils parlaient de notre nom, mais ils parlaient pas de nous. On pouvait être dans le train et entendre des gens qui disent oh là là, lui il a fait ci, il a fait ça, alors que les gens ils étaient à milieu de s'imaginer que c'était nous qui avons peint et que bah justement nous ça nous faisait plaisir qu'ils en parlent, mais sans savoir que c'était nous à côté, parce qu'on recherche pas justement la notoriété ou quoi que ce soit. Enfin nous on recherchait pas ça à l'origine, quoi. Nous on avait trouvé un truc un peu rebelle, un peu amusant, enfin surtout amusant, un rebelle, on s'amusait bien, voilà, quoi. On continuait et au final, je vous dis, après il y a la vie qui a repris ses droits aussi, quoi. On doit manger, on doit tout faire, payer le loyer surtout, ça revient sans cesse, donc les bombes ça passe en second, et puis quand on allait, moi je vous dis, on est resté des nuits entières à attendre pour aller peindre des trains dans le froid. Et on se disait, le jour où j'ai une femme, je serais pas ici à galérer, quoi. Je serais au lit, au chaud, sous ma couette. Et bah là, le jour où il y a une femme qui arrive,
On reste au chaud sous la couette. Normal, quoi. Et nous, on n'a pas les graphes. C'est Bah pas ouais, très mais sérieux. il y en a, ils vont au musée, il y en a, ils vont... C'est pareil, quoi. Si on a été attiré par ça, comme, franchement, je vous dis, comme d'autres sont attirés par des Et trucs. il n'y a pas des autres qui continuent à votre place? Ah Bah, de toute si, façon, il y a ça se toujours une renouvelle relève, tout hein. le C'est temps, comme au hein. football, c'est comme si quand Zidane avait arrêté, tout le monde avait arrêté le football, quoi. Ouais. C'est- Il y a toujours quelqu'un pour prendre la relève, justement, parce que tout le monde est attiré par cette compétition, à vouloir briller, et à ce qu'on parle de lui, à ce qu'on dise, oui, c'est lui le meilleur, oui, c'est lui qui en fait le plus, oui, c'est lui qui... Et moi, Ouais, et puis ça bouge vraiment tout le temps. Enfin, on voit qu'il y a des anciens qui sont là, qui font leurs trucs, qui sont connus, qui étaient connus. Il y a des nouveaux qui arrivent et là, ils prennent la place des anciens qui n'ont plus aucune valeur. Ou, enfin, ça se renouvelle vraiment tout le temps le grave, j'ai l'impression. À Bah, Paris. comme tout, quoi, c'est comme Ouais. tout, c'est sur tel 6 mois, ça va être tel graffeur qu'on va parler, on va dire lui, on le voit partout. Après ça, bah, justement, quand on aura dit lui qu'il l'a vu partout, généralement, soit il va s'exporter, on va dire, en province, sur Marseille, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur les trucs comme ça, parce qu'il aura fait Paris, donc déjà, s'il a fait Paris et qu'il s'est jamais fait attraper ou que il aime encore ça, c'est que le gars, il est dedans, quoi, donc, il va pas lâcher l'affaire, il va aller sur Marseille, il va aller sur New York, il va aller partout pour essayer de se faire reconnaître un petit peu partout. Moi, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça, quoi. Mais dans le graphe, vous utilisez la couleur, bien sûr. Est-ce que les couleurs, pour vous, c'est aussi dans les codes, s'il y a des couleurs qu'on emploie plus que d'autres pour tel... non, c'est... Franchement, là, c'est vraiment libre inspiration. Ouais, C'est vraiment justement aussi, c'est ça qui nous attire, c'est que il n'y a pas quelqu'un derrière nous pour nous dire, bah là, il faudrait que tu mettes du rouge, sinon ça va pas faire bien. Ou, et j'ai envie de mettre du noir, je mets du noir. J'ai envie de mettre du gris aujourd'hui, je mets du gris. J'ai envie de faire du chrome, je fais du chrome. C'est toujours avec l'envie du moment, quoi. C'est Et avec ce qu'il y a aussi comme Ouais, bombe, quoi. souvent, ce qu'il y a aussi, C'est mais plus ce qui justement. reste comme bombe, les petits restes, essayer de... Enfin, moi, je vois comment Loïc peint, et c'est vraiment ça, c'est des fins de bombe, il s'accommode de ça, il fait ses trucs... Tu c'est dis juste- pas. Ouais. Ça, dis j'aimais pas. bien, hein. ouais, Ah oui, enfin, oui. ouais. Ah oui, oui, c'est peindre. Ouais, après, parce que, enfin, nous, on dit peindre, parce que c'est pareil, quoi. Graffer, c'est encore un truc de la société pour dire, eux, ils sont à part, ils graffent, quoi. Ah, d'accord, C'est- ok. Ouais. C'est toujours la même Vous, chose, quoi, entre c'est- vous, vous disiez peindre. Vous Bah, dites nous, peindre. on va peindre, quoi. On balance de la peinture, donc, c'est peindre. Il y en a, ils peignent bien avec leurs doigts, avec leurs mains, avec leurs... C'est comme un peintre, des fois, il va peindre, enfin, tout le temps, il peint avec son pinceau. Mais pour faire un petit détail ou pour enlever une petite tache, des fois, il va mettre un petit coup d'index, histoire ou d'étaler de la peinture, il peint. D'accord. Il est avec sa main, il peint, il y a de la peinture. Ça reste de la peinture pour nous, quoi. Moi, c'est mon côté papa poule. Chaque fois que je tombe sur un graphe, je peux pas m'empêcher de me demander, enfin, de m'inquiéter pour la santé des mecs qui l'ont fait. Et je me suis toujours demandé si vous utilisiez des masques Non, pour vos pas du petits tout. poumons. Vous pensez à vos petits poumons? Non. Non. Non, Mais on le fait, enfin, c'est plus en extérieur aussi qu'on fait... Ouais, mais il y a quand même des solvants dans les peintures que vous utilisez qui sont des vraies bombes à retardement, hein. justement, on en rigole quand on sort Ouais. d'un truc, quoi. On a la tête qui tourne. Ça vous fait marrer. Voilà, quoi. C'est Ah oui, un petit vous truc. Ouais. shootez à la bombe. Non, je sais pas, mais forcément, des fois, on peint comme il dit, dans des endroits où on se prend les vapeurs, bah, on en a un peu mal à la tête, mais bon, on fume du shit à côté, on boit de la bière, donc, Ouais, ça nettoie. la tête, elle retourne dans un sens, va avec. elle retourne dans l'autre, au final, on est équilibré, quoi. Oui. Super. Bon. Oui. C'est des vrais artistes parce que ils pensent à leurs Ça, œuvres, ils encourage-les, pensent pas à leur santé. encourage-les. Et la dernière fois, je me rappelle, Robert, quand tu as dit que l'alcool, c'est un boisson qui aide contre tous ces C'est pas de moi, c'est de la faculté. oui, c'est la faculté, c'est un médecin, oui. Oui. Non, mais bien sûr, l'alcool, c'est quelque chose qui peut permettre de supporter toutes ces choses nocives, oui, c'est vrai. Probablement que les pétards aussi, d'ailleurs. Pourquoi pas? N'est-ce pas, Jean-Christophe? Ah ouais, complètement. Ça y est, moi j'en ai souvent vu des graphes avec des masques sur les photos, pour le coup. Ah ouais? Ah, pour la photo, c'est Bah oui. Ouais, pour la photo, c'est oui, c'est voilà. Comme Non, mais on ça dit pas évite, peinture, on dit graphe pour que ça le fasse, quoi. Voilà, Mais ça. c'est tellement la société aussi qui nous bride que c'est peut-être pour ça que l'alcool et le shit ou l'herbe ou quoi que ce soit, ça aide un peu à sortir de ces espèces de carcans où, justement, on nous dit, bah, ton graphe, il devrait faire, genre le S, il devrait faire la même taille tout le temps partout. Enfin, la société voudrait que ça soit comme ça pour que ça soit bien lisible pour tout le monde. Finalement, c'est Bah, la société nous, qui est non. plus nocive. Bah, franchement, ouais, carrément, Ah bah, c'est clair. c'est carrément ça, parce qu'en fait, Mais nous, surtout à Paris, quoi. en plus, nous, ce qui nous plaît, c'est que justement, c'est un truc qui ne plaît pas forcément aux gens, quoi. Alors que quand on va peindre sur un mur qui donne sur une voie ferrée, que la propriétaire, elle nous dit, mais vous avez sali mon mur! Mais tu manges pas devant d'eux tous les soirs, quoi, madame, tu vois,
Si ça les énerve, nous, ça nous amuse encore plus, quoi. Ils font plein de trucs qui nous énervent tous les jours, les gens. Genre, la société, vu comment elle tourne, ça nous énerve. Ça nous a pas aidé non plus à se dire, bah tiens, j'ai envie de devenir patron aujourd'hui et d'aller écraser une centaine d'employés pendant que moi je me gave au Ritz, quoi. Nous, c'est pas ça, quoi. Et justement, on sait qu'en plus, on est destiné à être employé si on se bat pas. Et vu qu'on n'a pas envie de se battre pour être le patron. D'accord. On reste les petits employés, mais enfin, on fait chier tout le monde, quoi. C'est intéressant. On tire notre rage. Ça vient aussi surtout de la rage, de faire un peu chier les gens, quoi. Tout le monde nous fait chier, par exemple, bah. Ah non, mais c'est vrai, quand on est jeune, quand on voit des jeunes, soi-disant de banlieue ou je sais pas quoi, la manière dont ils sont regardés dans la rue, dans le métro, enfin, dès qu'ils posent une question à quelqu'un, les personnes se sentent agressées, je veux dire, ça veut rien dire. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le graffiti qui a tellement de succès à Paris, parce que vraiment, c'est un moyen de s'extérioriser, de dire, bah voilà, moi je suis là. Moi, je montre ce que je sais faire aussi. Ça vous plaît pas, bah tant pis, mais je sais faire ça et point barre, quoi. C'est à croire que si on était un graffeur du 16e en costard cravate, ça plairait, quoi. C'est la même peinture faite par quelqu'un en costard dans une galerie, ça plairait. Mais sur un train ou sur un mur qui donne sur une voie ferrée, comme je vous dis, qui sert à rien. Mais le mur, il sert à rien. Il est gris en plus, il est moche, quoi. Nous limite, on l'embellit, les gens juste parce que c'est nous, ils vont dire non, c'est moche. Alors que la pauvre dame, elle sait même pas que s'il faut, c'est son fils qui a peint le mur d'à côté, quoi. Enfin, moi, je trouve ça m'énerve un peu, quoi. On est décrié parce que nous, on est habillé en jogging basket, alors que moi, j'étais dans des rêves parties, dans des endroits où on a retrouvé des enfants, que la grand-mère, quand elle me voit dans le métro, elle dit, mais c'est quoi cette racaille? Pendant que son petit-fils est en train de se shooter ou en train de faire des trucs, abominable aux yeux de sa grand-mère, qui serait carrément, genre le graffiti, ça serait relégué au niveau de jouer avec des Playmobil, quoi, carrément, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Nous, on fait des petits trucs minimes, on nous décrit comme des fous, et à côté de ça, il y a des gens qui, comme je vous dis, il y a des patrons qui écrasent des employés toute la journée pour se gaver, on leur dit rien. Nous, on va les taper sur un mur, c'est eux qui foutent la merde dans la société, on va payer 1000 francs de lavage au Karcher, oula. Pardon, excusez-moi. Déjà, si, excusez-nous de déranger déjà, quoi. Excusez-nous de déranger, quoi. Vous êtes excusé. D'accord, Loïc. C'est vraiment, il y a aussi une vraie part rebelle à côté du truc, de l'art en lui-même, quoi. Il y a aussi une part rebelle de dire, je vais aller faire chier un peu les gens aussi, quoi. Sans qu'ils sachent que c'est moi, je vais aller les faire chier quand même, quoi. Histoire qu'ils sachent, quoi. Qu'ils sachent sans savoir, comme ça ils restent toujours perdus, quoi. Ils savent pas non plus, quoi. Parce que souvent, à côté d'un beau graphe, il y a toujours une petite phrase rebelle. Je sais pas si vous avez ouvert quelques magazines ou quoi que ce soit. À chaque fois, quand il y a une belle fresque avec, ça décrit généralement les mots de la société. C'est tiré aussi de ça, quoi. Ça rejoint un petit peu le peintre Géricault, comme vous le disiez tout à l'heure. Je sais ça. Je suis arrivé au milieu de la conversation. Mais c'est un peu ça, quoi. On tire certains faits de la société pour en faire des fresques ou des trucs comme ça. Et les gens, ils voient pas parce qu'il y a un petit peu des messages subliminaux ou des phrases trop agressives, des lettres un petit peu déformées, mais le message, il est là, quoi. Nous, on se comprend, les gens ne comprennent pas, nous, on comprend pas les gens de toute façon, donc, au final, ça reste un monde, dans le monde, avec des gens, des égoïstes, et au final, on est tous égoïstes les uns les autres, quoi. C'est pour ça aussi que moi, j'ai un petit peu lâché le graphe, parce que, au final, on finit comme tous les autres, quoi, comme un employé à la chaîne, ou comme, c'est la même chose. On est en bas ou en haut de l'échelle, quoi. Et pour être en haut, voilà, c'est ça en fait. On est en bas ou en haut de l'échelle. Que ce soit dans le graffiti ou dans le travail ou dans la société. Pour être en haut, il faut toujours se battre. Et à mon sens, après, c'est qu'une vision personnelle. Il faut écraser les autres. Il faut un petit gars qui va démarrer, qui peut-être dans 5 ans sera un super artiste, qui va être meilleur que moi. Et pour que moi je brille, il faudrait que j'aille repeindre par-dessus lui, par exemple, pour l'empêcher de progresser ou pour pas qu'il se fasse connaître. Mais moi, j'ai pas envie de ça, quoi. Enfin. Il y a de la place pour tout le monde, il y a des murs dans tout Paris, dans toute la France. Mais non, on va aller se battre pour un mur où tout le monde le voit mieux. Comme dans la société, genre quand j'ai des potes chauffeurs de bus, on va leur faire miroiter que conduire le même bus qu'ils conduit sur une ligne pourrie, et ça va être mieux genre dans 10-15 ans s'il est sur les Champs-Élysées. Mais au final, il conduit un bus. Enfin, il fait le même travail de merde, il y a les mêmes gens qui vont le snober, il y a les mêmes gens qui... Non, on va lui faire croire, ça c'est encore la société, on va lui faire croire que c'est mieux parce qu'il est sur les Champs-Élysées. Moi je comprends pas. Moi j'ai fait un beau graffiti qui soit sur un mur pourri dans un endroit totalement isolé de la campagne ou qui soit en plein milieu de Paris sous la Tour Eiffel. Moi pour moi c'est le même graphe, il a autant de valeur, je vais le prendre en photo, je vais le mettre chez moi. Il y aura que moi. Et il va plus longtemps durer à la campagne comme sur les Champs-Élysées. En plus, il y a plus de chance. Il y a plus de chance.
qui reste un petit peu. Mais il paraît, enfin, c'est que un graphe que tu as fait à Paris, là, du côté de d'Aubénil, non? Qui existe toujours? Avec Chloé. Il existe plus, je crois qu'il a été... Si, il existe toujours. Enfin, Ah oui, on m'a dit qu'il existait encore, oui. Ah bah voilà, mais ça fait longtemps qu'on l'a fait. C'était le tout premier Mais il y a qu'on quelques avait résistants fait. comme ça. Hein. Ouais. Même sur les toits de Paris ou quoi, il y a des anciens noms de graffeurs qu'on voit plus nulle part, qui ont arrêté de graffer et tout. Et justement, ça nous fait aussi plaisir parce qu'on se dit peut-être que y a un jour, il y a enfin moi je sais que par exemple dans des trains, il y a ce qu'on appelle des fantômes à moi. Et je sais que quand j'ai des potes, ils m'en reparlent même 5-6 ans après. Ça fait toujours plaisir, on se dit, putain, on existe encore un petit peu quelque part, quoi. Il y a un endroit où on existe et... Parce que tu étais des fantômes? Non, mais en fait, c'est quand on met son nom, Ouais. mais bah, avec l'encre, au bout d'un moment, elle s'efface, quoi. Ah, d'accord, ok. On a beau mettre tous les ingrédients qu'on veut, à un moment donné, elle s'efface, et elle laisse toujours une petite trace où on le voit quand même. Donc on appelle ça un fantôme. Ah, ok. Et on en voit toujours des... Ah, tu vois, t'as affaire à un vrai béotien, là, tu sais. Parce que là, je suis vraiment largué. Ouais, non, mais c'est pour ça aussi, on est là pour expliquer. Hein. Non, mais pareil, je pense qu'il y a des gens qui aussi vont apprendre en écoutant. Ouais. Ah bah il faut. Et alors? Bah ça fait toujours plaisir, comme je vous dis. Moi ça me fait rigoler parce que c'est pareil, ça reste toujours des gens que je connais, c'est pas des gens dans la rue qui en parlent, quoi. Ça reste des amis, ça reste intimiste en fait, quoi. C'est un groupe d'amis qui connaît, c'est pas tout le monde qui sait. Même d'autres graffeurs que je croise des fois, je sais que c'est des graffeurs, ils parlent entre eux et tout. Et ils peuvent parler par exemple de ce que je vous dis d'un fantôme, ça me fait moins plaisir que si c'est un pote parce que au moins il a reconnu que c'était moi, il sait que c'était il y a 5 ans et tout, il apprécie, on va dire en quelque sorte le travail et la démarche, tandis que quelqu'un qui arrive aujourd'hui, il s'en tape, quoi. Pour lui en plus nous on n'était pas connus, quoi, donc il va carrément se passer au-dessus de tout ça, quoi. Il s'en tape les calots, comme on dit chez nous. Qu'est-ce que c'est, si on t'appelle les calots? Bah, il s'en fout. Pourquoi les calots? Les calots, c'est... Ah, les burnes. C'est la petite bille qu'il y a dans le D'accord. Bien. pulvérisateur de la bombe, là. Ouais. Bon, on va continuer parce que là, on a encore quelques minutes avant. C'est pas la peine d'envoyer de la musique maintenant. Alice. Oui. Tu peux aussi nous éclairer un petit peu sur votre petit business, là. Sur notre petit business. Bah ouais, enfin, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment plusieurs mondes dans le graffiti. C'est vraiment spécial, quoi. Moi j'ai peint avec Loïc, j'ai appris à peindre avec Loïc. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers graphes. C'est ton prof? C'est mon prof. Voilà, c'est mon prof. Exactement. Ça, c'est un truc, par exemple, moi, c'est pas je réfute, mais genre, je peux pas dire, je suis son prof, je suis un ami, elle m'a demandé, c'est comme quand on joue au foot, quoi. Si un pote, il m'apprend à faire un geste ou un truc comme ça, c'est pas je lui apprends à faire le geste, c'est je lui fais voir comment moi je le fais. Il y en a d'autres qui le feraient peut-être différemment. Il y a peut-être d'autres gens qui auraient d'autres techniques, je lui apporte un petit plus. Courbet. Il parle comme Courbet. Hein. C'est exactement la lettre que j'ai lue tout à l'heure. C'est trop Jean a lu une lettre de Courbet à ses, qui n'est pas encore arrivé. à des gens qui voulaient être ses élèves en leur disant non, moi je suis pas prof. Je peux vous dire voilà ce que je sais maintenant. J'ai pas la science infuse, quoi, parce que elle-même elle m'a appris des trucs sans le savoir. Elle m'a appris des trucs parce que justement elle arrive avec une liberté de ton ou de quoi que ce soit que moi j'étais déjà rentré dans des trucs graffiti et peut-être elle m'en a fait sortir, peut-être elle m'a fait explorer d'autres voies. On est tous là pour s'entraider, quoi. Ça devrait être comme ça, à mon avis, sur la Terre. Et au final, non. C'est pas ça du tout. C'est pour ça que je dis, je suis pas son prof, non. Je suis un ami, elle m'a fait voir des trucs, je lui ai fait voir des trucs. Moi-même, il y a des potes qui m'ont fait voir des trucs. C'est des gens, c'est comme les druides à l'ancienne, quoi. Les secrets, ils se transmettent de bouche à oreille, quoi. C'est comme ça. Voilà, bah, il m'a transmis, quelques trucs, du moins, pour commencer. Voilà. Et même pour finir. Mais après, moi, c'était vraiment ce style de, cet état d'esprit qui m'a intéressé plus parce que vraiment il y a des graffeurs qui sont très tendus. Dans la compétition tout. Ouais, qui sont dans la compétition, qui sont dans le racket de bombes, dans machin, dans le truc, dans des espèces de gangs de crew, en fait, c'est des crews, ça s'appelle. Ah. Voilà, où il y a plusieurs graffeurs qui se mettent ensemble, où pour le rap c'est pareil, c'est des espèces de collectifs. Et où là c'est vraiment très violent. C'est du graffiti vandal, c'est quasiment que du vandal, c'est-à-dire que les gens peignent pas, quoi. Ils sont là juste pour faire... Pour dégrader. Ouais, voilà, pour dégrader, point barre. Et je me suis aussi intéressée à ça.
Mais c'est pas ce que je préfère, quoi. Enfin, moi, j'avais juste envie de m'extérioriser, voilà, de dire, bah, moi aussi j'ai envie de faire mes trucs, moi aussi j'ai envie de faire des trucs en grand sur un mur, qu'on voit mon nom, mais pas forcément pour dégrader ou pour taper quelqu'un ou je sais pas trop quoi. Enfin. Et en plus, nous, c'était des après-midi bon enfant. Ouais, voilà, c'est ça. Un terrain vague, comme tout le monde connaît, avec un mur. On ramène du coca, des chips, si vous voulez, des gâteaux. La musique sur les oreilles, voilà, hop, tranquillement, on fait nos trucs. Entre nous, on rigole. On n'est pas là pour se taper dessus et à la fin de la journée se dire c'est moi qui ai fait le plus beau graffiti aujourd'hui. On se le dit entre nous par égocentrisme, je sais pas comment on dit. Ouais, mais toi tu le dis. Ouais, voilà, moi je dis toujours c'est moi j'ai fait le meilleur, mais ouais, c'est histoire de relancer le débat ou de histoire de passer des bons après-midi. On n'est vraiment pas là en compétition, quoi. C'est ça nous, c'est vraiment ce côté qui nous avait attiré au départ, quoi. Enfin, moi là en plus, moi je vais retourner vivre à la campagne un peu pour retrouver ça, quoi, cette ambiance avec des potes. Qu'est-ce que t'appelles la campagne? Bah, 50 km de Paris, des vaches, des champs, des bois, des après-midi barbecue. On se prend quand on va à la boulangerie, les gens ils sont pas. Il y a 3 personnes. Oh là là, je suis pressé. Moi, j'ai mon métro à prendre. Il y en a toutes les 3 minutes des métros, madame. C'est les gens, ils ont un autre rythme de vie. Enfin, c'est un truc que je supporte plus sur Paris. Puis en plus, en ce moment sur Paris, maintenant, pour aller faire des graphes avec des potes, c'est 50 km aller, 50 retour. Hein. Donc on n'a plus la motivation. Maintenant, si je suis à côté, il y a rien à faire cet après-midi, on est ensemble, il y a des bombes dans la voiture, bah on fait juste 10 km ensemble et on va peindre, on appelle un pote, il nous rejoint et c'est reparti les après-midi à l'ancienne. À Paris, on va se retrouver à l'ancienne pour vouloir faire un truc à l'ancienne, on va se faire virer par les flics. On va pas se faire emmerder parce que bon, on est un petit peu on a plus 12 ans non plus, quoi. On sait se défendre aussi. Malgré qu'il y a toujours plus violent, de toute façon, on sera jamais les plus forts, on sera jamais les plus beaux. On va se dire les plus forts, demain on va les peindre sur Paris, ils vont débarquer avec 3 couteaux et un pistolet pour que tout le monde comprenne. Pour nous voler 4 bombes à 50, il y en aura pour 50 € de butin. Il y a une fierté aussi à ça, à faire super, ce genre de choses. Dans ce monde, c'est vraiment. Enfin, il y a des crews spéciaux qui sont assez connus justement pour dépouiller des gens, pour dire bah voilà, moi lui c'est un ancien et je lui ai pris ses bombes. Enfin, c'est vraiment spécial comme monde, quoi, le graffiti, parce qu'il y a aussi des bandits, quoi, là-dedans. Enfin, je sais pas, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a des gens, voilà, qui ont envie de faire ça comme un loisir, tranquillement, comme nous on fait. Il y en a qui ont envie de se faire une notoriété en tapant des gens, en dégueulassant tout. Mais après, moi, franchement, je le cautionne aussi, hein, ça, parce que je comprends. Parce que je comprends que quand on n'a pas d'argent, le graffiti c'est pas très cher non plus. Même si les bombes il faut les payer, c'est pas excessif comparé à faire une sortie, je sais pas trop quoi, où ça coûte je sais pas combien quand on habite en banlieue et qu'il faut prendre un ticket de RER et qu'il faut payer quand même un certain prix, quoi. Donc je comprends aussi la démarche. Après, ça reste un monde dans le monde, justement. C'est là où on rejoint, c'est qu'on croyait que on était là pour tous partager les bombes et tout. Moi je sais avec mes potes c'est comme ça, quoi. On a 50 bombes à 4. On a 50 bombes à 4. Maintenant, si on monte sur Paris, du coup, on va se retrouver à devoir dire on a 50 bombes à 50, si on se laisse faire. Ou alors, il y en a un, il va venir, il va dire je prends tes 50 bombes et on va rien dire. Donc, au final, on partage pas. Donc, chacun reste avec ses 6 bombes. Au lieu de faire un beau graphe tous ensemble, machin, on va faire une petite merde chacun de son côté, par égoïsme, quoi. Au final, ça reste ça, Paris. C'est toujours un monde dans un monde avec, d'un côté, ceux qui vont te casser les couilles et de l'autre côté, ceux qui comprennent pas que toi tu travailles, que tu payes ton loyer, que tu payes tes bombes, donc t'es là et que c'est légitime, quoi. En fait, au final, même pour nous, ça devient légitime de peindre un mur, justement, parce qu'on achète les bombes. Ils interdisent le graffiti, mais ils interdisent pas la vente de bombes. Il y a plein de trucs comme ça. C'est comme ils vendent des pétards, pas les trucs à fumer, hein, les trucs qui explosent le 14 juillet. Ils les vendent toute l'année, mais on a le droit de s'en servir qu'un jour. Si ça, c'est pas du foutage de gueule, à ce moment-là, ils le vendent que le 13 juillet, quoi. Faut arrêter les trucs comme ça, quoi. C'est comme ils vendent des voitures qui roulent vite, on n'a pas le droit de rouler vite, quoi. D'accord, Loïc. Bien. C'est toujours pareil. Ok. Vous êtes toujours sur Arakaï. La 9e avec Loïc et Alice, 2 respectables graffeurs maintenant, parce que ils sont un peu retirés des affaires. Ils ont pas acheté un petit bistrot pour finir leur jour, mais enfin bon, c'est pas loin. Alors, c'est Arakaï, donc sur Radio Libertaire. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub.
Merci Jean-Christophe de nous écouter avec autant d'attention. Ouais, moi ça me faisait penser, quitte à extérioriser une pensée violente vis-à-vis de la société sur un mur d'école, vaut mieux graffer sur un mur d'école que de brûler l'école a priori. Ça me paraît pas mal. Bon, c'est un vrai nid de frelon ce matin. Et à la demande générale, je vais vous mettre un morceau de J'en sais rien. Si ça vous branche toujours. Ah, toujours, j'en sais rien, ça nous branche, j'en sais rien. De sa tortue Play School, vous allez voir. C'est très d'accord. Sympa. J'en sais rien. Okay. Galem. T'as le cœur qui dérape et les tripes qui fermentent quand t'as le vague à l'âme et l'oubli qui s'absente quand t'as le pire à l'ouvrage et l'envie qui commence qu'il te reste les larmes pour oublier l'absence quand t'as le cœur qui démarre et l'ennui qui le devance quand à l'heure du départ il te reste la transe, une envie, un cauchemar, un désir qui fragmente pour oublier les larmes il te reste la danse, des cadences qui repartent et l'ennui qui recommence, t'as oublié au bar ce que t'as dans la panse quand tu penses à tout ça, que tu cherches à outrance, tu oublies au départ que c'est ton cœur qui pense, que t'as le cœur qui dérape et les tripes qui fermentent, que t'as le vague à l'âme et l'oubli qui s'absente, que t'as le pire à l'ouvrage et l'envie qui commence, qu'il te reste les larmes pour oublier l'absence. C'est ça le vague à l'âme, et l'oubli qui s'absente, que t'as le pire à l'ouvrage, et l'envie qui commence, il faut rester là, pour oublier l'absence. Mon petite histoire parisienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez la période estivale 2007. Au 1er janvier 2007, l'Europe a admis les derniers deux pays de la communauté, et c'était la Bulgarie et Roumanie. Et tout d'un coup, comme les champignons après une bonne pluie, on a vu apparaître une multitude de campements sauvages un peu partout sur Paris. Mais surtout au bord de la Seine. Je sais de quoi je parle, car à cette époque, j'étais dans l'épicentre de ces campeurs. À ce moment-là, tout le monde a critiqué le gouvernement et le président Sarkozy, qu'ils font pas assez pour les SDF, etc., etc. Mais moi, je vais vous dire que c'était trop injuste par rapport au président de ce magnifique pays. Sarkozy n'était pour rien dans cette histoire. La vraie raison de ce problème des campements sauvages,
C'était les aquaqua. Méfiez-vous des aquaqua. Ça se passe dans le 4e arrondissement, bord de la Seine, en été 2007. Les magistrats de la cité se sont souvent posés à cette époque la question: comment se fait-il qu'il y a tant de camping sur le bord de la Seine? Mais jamais ils ont posé la question à des sans-abri. Dommage, parce que nous savions ce qui s'est passé. Il existait un cartel clandestin qui a organisé des voyages longue durée pour les Européens des Carpates. Cette société secrète, composée d'êtres aquatiques, avait ses antennes dans toute l'Europe. C'étaient les aquaqua. Ils sont très respectés, surtout dans les pays slaves. Ils ont une petite taille. Le plus grand d'entre eux mesure à peu près 1,22 m. Sur leur tête, un chapeau claque, et ils ont un costume vert. D'ailleurs, ils sont verts partout. Les algues tombent de leur chapeau, de leurs épaules et le long de leur corps. Leurs mains et leurs pieds palmés font d'eux de très bons nageurs. Leur langue maternelle est celle de grenouille, quoi. Par intermédiaire de leurs frères des eaux des Carpates, ils ont invité les campeurs et ils leur donnaient du terrain au bord de Seine. Ils ont installé leurs tentes, leurs barbecues et les toilettes derrière. Leur travail était si bien organisé que l'on pouvait voir à cette époque des campeurs un peu partout dans le Paris qui étaient très satisfaits parce que les aquaqua ont rempli parfaitement leur mission. Les aquaqua sont très riches, donc ils ne font pas payer de loyer. Les gens ne peuvent pas les voir, car ils restent cachés sous l'eau, et ils ne sortent que la nuit pour vérifier si tout va bien. C'est aussi pour cela que nous, les sans-abri, nous les connaissons. Mais nous, on peut vous dire aussi autre chose. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous. Parce qu'ils vous attirent au bord de l'eau et vous entraînent dans les profondeurs. Sous les eaux, dans leur petite maison, ils collectionnent vos petits âmes dans les bocaux en vitrine. C'est pourquoi, de temps en temps, on peut voir un pauvre humain noyé dans la Seine. Bien, Igor. Tout ça, c'est très, très gai. Alors, entre le radeau de la Méduse et les aquaqua, heureusement que Loïc et Alice sont venus apporter un peu de choses fraîches. Il fallait que je dise la vérité aux gens, parce qu'on s'en prend à Sarkozy souvent c'est très pour bien. rien. Ah non, pour quelque chose. Non, je suis désolé, Igor. Mais cette fois-ci, c'était les aquaqua, il faut savoir. Non, Sarkozy, on s'en prend pas assez à lui d'ailleurs. Je pense que non, il faudrait qu'on remédie un peu à ça, genre. Radio Libertaire, la seule radio où on défend Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Merci Igor, c'est vraiment sympa pour les copains. On en reparle la semaine prochaine. Alors nous qui nous décarcassons pour le... Il nous casse la baraque. Enfin bon, passons. Qu'est-ce que je veux dire, Jean, tu racontes ton histoire? Non, je crois que c'était trop intéressant là. Donatello, je vais remettre ça la semaine prochaine. Ok. Bon, on continue avec Loïc et Alice. Ouais. D'accord. Bon, alors voilà, Loïc et Alice, à vous de récupérer le coup là. Bah ouais, après les aquaqua. Après les aquaqua, ouais, c'est super dur. Ouais, c'est... Non, ouais. Bah, voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour, hein. Enfin, pour moi. Non, mais non, on n'a jamais fait le tour. Ouais, non, mais c'est clair. Mais après, ouais, c'est... Non, mais est-ce que vous envoyez déjà des graffitis? Est-ce que vous vous intéressez aux graffitis quand vous... Voilà, c'est une bonne question, ça. Non, Jean, on a un. Oui, il y a une très belle graffiti qui dit que le 20e nique toujours le Sarko. Ouais. Non, mais maintenant, toujours Sarko. Enfin, là, je l'ai raconté déjà tout à l'heure, mais moi, je m'intéresse à l'aspect esthétique des graffitis, plus que
jusqu'à autre chose, quoi. Ouais, c'est sûr. Je trouve qu'il y en a quand même de très très beaux, oui. Oui. Non, mais moi, il y a une phrase qui m'a plu, c'est de l'anglais, donc j'ai pas l'accent, mais il y a marqué Art is a dirty job, but somebody has to do it. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. C'est l'art, c'est un sale truc, mais il y a bien quelqu'un qui doit s'en charger, quoi. Nous, on prend pas ça comme une sale mission, c'est que c'est les gens qui détruisent ça, quoi. C'est les gens qui critiquent, c'est les gens qui disent que c'est un sale truc, non, parce que le graphe c'est de la peinture à part entière, comme les peintres. Moi franchement, je regarde un Picasso, je rigole, quoi. Franchement, le gars, il a fait des yeux en triangle. C'est vrai, quand sa chèvre, elle est vraiment drôle. Tout le monde dit, ah, c'est beau. Mais parce que depuis 400 ans, ou je sais pas quand est-ce qu'il est mort, moi, mais... Il n'y a pas de si longtemps. C'est pour vous dire, parce que la société... Il y a quelqu'un qui c'est beau, il y en a... Moi, j'ai failli m'étouffer. Il y en a, ils vont se la dilater, acheter un tableau à 10 millions d'euros, mais pour moi, le truc, il pue, quoi. Il y a un arbre, une prairie, une barrière, quoi. Non, mais sérieusement... Faut arrêter. Et parce que les gens ils ont dit c'est du Picasso, c'est beau, alors oui, c'est beau. Et parce que la société dit le graphe ça pue, alors ça pue. Ça va rester comme ça toute notre vie, sauf si demain à la télé on parle du graffiti en bien, en disant waouh, ils ont décoré le train, parce que franchement les couleurs on en avait ras le bol, du bleu, du blanc et du rouge. Heureusement les jeunes sont venus mettre de la couleur, ou même mais pourquoi pas des vieux, quoi. Ils sont venus mettre de la couleur, enfin non, tout le monde décrit toujours avant de regarder. Parce que le premier truc qui nous a été envoyé dans le cerveau, la première disquette qu'on s'est pris, c'est le graffiti, c'est mal. Donc c'est comme un ordinateur, c'est quand vous lui dites, vous mettez un antivirus, vous lui dites un virus, c'est mal, tout de suite il va zapper le virus. Les gens c'est pareil, on leur a dit le graphe ça pue, donc ils voient un graffiti sur un mur, sur un arbre, ah bah non, ils tournent la tête parce que c'est pour eux c'est un péché, donc faut pas qu'ils soient attirés par le péché limite, quoi. Mais il y a quand même des festivals de graffiti, enfin à Paris, à Montreuil. À Montreuil, il y a un festival de graffiti où il y a des graffeurs dans la rue, où il y a des... Ça, c'est parce qu'il y a une bonne femme, je crois, j'avais lu un article là-dessus, je crois déjà, c'est qu'il y a une bonne femme à la mairie qui est... Tu vois, ouais. Enfin, je crois pas que je sais pas si c'est elle ou quoi, mais je sais qu'il y a quelqu'un là-bas non, mais une personne, pas la maire, mais quelqu'un qui était attiré par le graffiti et qui a dit vaut mieux leur ouvrir un espace. Mais bon, c'est pareil, quoi, c'est confiné. On vous donne le doigt, prenez pas le bras, quoi. En gros, c'est ça, quoi. C'est toujours... Ah oui, ça date de quand, ce festival à Montreuil? Ça doit faire une dizaine de piges, maintenant. Ah oui, donc c'était pas... Oui, c'était quand la municipalité était coco. Non, mais c'est bien, mais voilà, quoi, ça reste toujours... C'est pour ça. Bah oui, les cocos sont arrivés. Pour moi, ça reste comme les vacances au travail, quoi. Ça fait pour supporter, quoi. Ah oui, genre, on vous en fait baver toute l'année. Bon, allez vous reposer un petit peu, comme ça vous récupérez, quoi. Là, c'est pareil. On vous donne un petit espace privé. Bon, allez, vous salissez les murs, mais pas celui d'à côté, hein. Mais pourquoi? C'est le même que celui-là, sauf que là, t'as mis un trait, on n'a plus le droit de dépasser. Donc, c'est société, quoi. Ce qui est dommage, que si on va acheter un graffiti, il faut acheter la maison avec. Oui, en quelque sorte. Ouais. C'est comme, pour revenir aux aquas, quoi, c'est comme, on respecte plus un truc qu'on parle tous les jours à la télé, que le pauvre SDF en bas de sa rue, parce que lui, il est pas passé dans le Parisien, on l'a pas vu dans le... En plus, il pue, etc. Oui, moi, je te comprends. C'est exactement la même chose. Mais justement, je voulais savoir, parce que je veux savoir ce que vous en pensiez, parce que je crois que les Beaux-Arts ont ouvert une section graffiti, et qui commence à y en avoir dans les musées, enfin, ça commence à arriver, quoi. Ouais. C'est bien pour eux. C'est vrai, voilà. C'est bien pour ceux qui veulent faire ça. Ça dépend qui c'est qui accède. Après, le truc, c'est qu'à l'origine, le graffiti, on n'apprend pas. Voilà. C'est comme quand ils ont ouvert des écoles de DJ, quoi. Il y a des trucs qui s'apprennent pas, c'est pas marqué dans les bouquins, justement, le graffiti. En plus, il a une autre philosophie, graffiti. Oui, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, c'est comme avec les druides à l'ancienne. Les druides, ils ont pas ouvert des bouquins, quoi. Et ils se transmettaient ça entre eux, quoi. Tu mets 3 graines de machin avec 4 feuilles de machin, ça va te faire une potion magique. C'est pareil, là, c'est pas en marquant dans les livres, si vous mettez un highlight blanc, ça va mieux ressortir. Parce que peut-être que sur cette couleur-là, un highlight jaune, ça va mieux faire ressortir le truc. Donc s'il y a des trucs, on peut pas apprendre, on peut pas, parce que c'est pareil, à partir du moment où ça va être marqué dans des bouquins, les gens, ils vont apprendre que ce qu'il y a dans le bouquin et pas ce qu'il y a à côté. Il va falloir qu'ils fassent 50 bouquins avant qu'on lui dise, maintenant tu peux essayer d'aller faire un petit peu du hors-piste. Oui, il faut voir à côté ce qu'il y a. Ouais, oui, une fois qu'il aura un bon cadre, déjà, quand si c'est à l'école, on va lui dire, alors tu graves pas sur les trains, tu graves pas sur les murs des messieurs et des madames, et tu fais pas du dégât de biens sociaux, ou je sais pas comment, de biens publics, parce que t'as peint sur une boîte aux lettres. Ah, mais ça va toujours être comme ça, quoi. C'est pas du tout la même démarche, hein, de faire, de prendre des cours de graffiti, franchement, c'est clair, c'est pas la même démarche. C'est clair, pas le même besoin, quoi. Ouais, c'est ça,
Enfin, je sais pas, moi je trouve pas ça. Au départ, il y a quand même un petit truc. Enfin, au départ, en plus, à l'origine, on commence pas par faire des beaux graphes plein de couleurs, quoi. Au départ, on fait que du Vandal, quoi. Et, Alice, elle est arrivée, elle a fait tous les trucs. Elle a pas fait de Vandal parce que c'est une fille, elle a pas envie d'aller défier, on va dire, les forces de l'ordre ou quoi que ce soit. Nous, on a fait du Vandal. Moi, j'ai pris quelques claques dans la gueule, mais ça m'a pas empêché de continuer. Ouais, maintenant, si c'est aux Beaux-Arts, ils vont pas lui dire bon bah première nuit essaye de te prendre 2-3 claques par flic, voir ce que ça donne et si t'as encore envie de continuer. Ça fait beaucoup penser à une chose, je vais vous dire, longtemps dans ma vie j'ai joué au hockey sur glace, j'ai fait ce sport, c'est un sport de combat. C'est un sport pour les hommes, on peut dire. Mais malgré ça, il y a aussi les femmes qui font hockey sur glace, mais ça n'a pas du tout plus esthétique, le même chose. C'est-à-dire, Graffiti, c'est la même chose. Si on va oublier ce principe de rebelle, si on va oublier ce principe de risque, de la dureté de ce travail de vrai, et si on va apprendre ça aux Beaux-Arts, ça va devenir, je pense, je sais pas, ça va pas perdre les couleurs, déjà, Jean, ça va pas perdre les couleurs, mais ça va devenir un petit peu ridicule. Surtout que ça sera plus dans la rue, quoi. Ça sera, voilà, c'est ça, ça va être trop hanté. Ça va être dans les galeries. Ça va être comme, voilà. C'est ça. Mais moi, ce qui m'intéresse quand je viens à Paris aussi, c'est quand je suis dans le train et regarder tous les graphes qu'il y a, les nouveaux trucs, les lettrages, je sais pas, voir les signatures, voir tout ça. Poser des questions, des fois, ça va. Arrêtez de regarder les gens qui tirent la gueule dans le métro, là, qui sont dégoûtés, le temps gris. Enfin, je veux dire, c'est quand même une touche de couleur dans la vie dans la vie parisienne, du moins. Pour moi, c'était ça. Ça attire l'œil, en plus, quoi. Enfin, moi, je sais que, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 10 piges, je suis dans le train, RERC, la ligne, je l'ai fait des milliards de fois, aller-retour, Paris chez moi. Franchement, il y a que ça à regarder, quoi. C'est comme un dialyse, quoi. Il y a que des têtes de cons, on dirait. Non, mais moi, j'avais déjà 13 piges, je les compare aux trains de Dachau, quoi, les trains. C'est Auschwitz et compagnie, quoi. Les gens, ils vont au travail, franchement, c'est comme ça, quoi. Non, mais sérieusement. Non. Ils sont pressés à la boulangerie, comme je vous dis, à Paris, ils sont pressés à la boulangerie. Faut que la vendeuse, elle se dépêche. Mais ils sont pressés partout. Voilà, non, ils sont pressés, mais devant son patron, monsieur devient une petite tafiole, quoi. On en fait ce qu'on veut. Le patron, il claque des doigts, va chercher un café, il y va. Et quand il est à la boulangerie, il est pressé après la petite employée, parce qu'il sait que s'il lui met une tarte, forcément, c'est une femme, elle va tomber par terre. Alors que son patron, il est aussi grand que la caissière, mais il va fermer sa gueule parce qu'il va perdre son travail. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, je comprends pas. Non, moi, j'adore la manière dont tu précises ces choses-là. Tu es au 7e ciel. Pardon? Tu es au 7e ciel. Ouais, vraiment, ouais. Bah oui, parce que ça, si tu veux, il exprime des choses très actuelles. La suggestion de millions de gens à quelques connards, comme Sarkozy, par exemple. Non, c'est bien, Loïc. Là, vraiment, je suis désolé que tu sois pas arrivé au début de l'émission, parce qu'on va perdre plein de choses, je suis sûr. Enfin, c'est dommage. On repassera à l'occasion. Ouais, ça serait sympa. Pourquoi pas. Qu'on puisse développer, hein. Parce que là, vraiment, non, parce que, Jean a ouvert l'émission, si tu veux, en parlant d'un grand peintre, qui s'appelle Gustave Courbet. Un grand peintre qui a eu des problèmes pendant la Commune, mais, qui a eu, mais c'est tout à fait, ça a été tout à fait bref, la charge d'une classe aux Beaux-Arts de Paris, mais il a tout de suite fait une lettre aux élèves qu'il avait pour leur dire que bon, un artiste, c'est quelqu'un qui se forme tout seul. C'est autodidacte, un artiste. Voilà, tout à fait. Il doit pas, les professeurs, les machins, tout ça. Et c'est surtout quelqu'un qui vit avec son époque, si tu veux, qui traduit son époque, c'est ça, hein, Jean. Complètement. Et je retrouve, si tu veux, dans ce que tu nous racontes, je retrouve ça, si tu veux, vous êtes, vous, les peintres de murs, je sais pas comment on vous appelle, parce que t'as pas l'air d'apprécier le mot graffeur. Peintre de murs. Ça va, mais c'est que c'est le côté toujours, négatif qui en ressort, voilà, on nous marginalise, alors qu'en fait, moi, personnellement, j'ai l'impression de voir mieux que les gens, quoi. Des fois, quand je suis dans la société, je me dis, mais putain, mais on est tous cons, quoi. Tout à fait. On traduit le mal-être, quoi. En fait, en plus, on est décrié parce qu'on est justement, nous, on veut pas être comme tout le monde. On veut pas être comme tous ces gens qui
qui se rabaisse devant un patron et pas devant une employée à la boulangerie, alors qu'il il a juste à fermer sa gueule devant la boulangère comme tout le monde, quoi. On est tous des êtres humains au final, quoi. C'est ça le truc. Non, c'est ça, j'aime bien, je me rappellerai de l'image de la boulangère et du patron. Sérieusement, non, parce que c'est, c'est dit simplement, mais c'est important. Bah oui. Bien, on a des expos, mais on a encore un petit peu de temps. Jean, qu'est-ce que tu... Oui, remarque une histoire de Vandale, si vous voulez. D'accord. J'ai peut-être le temps une autre histoire de Vandale. J'ai peut-être le temps de placer ma petite histoire de Courbet et de la colonne Vendôme. Ouais. Hein. On peut finir là-dessus. Histoire de vie, histoire d'artiste engagé, histoire de mise à mort, Courbet et la colonne Vendôme. Le 14 septembre 1870, le peintre Gustave Courbet adresse une pétition au gouvernement de défense nationale dans laquelle il propose de déboulonner la colonne Vendôme. Il n'a en fait que l'intention de la faire reconstruire aux Invalides. Le 12 avril 1871, une écrasante majorité des membres de la Commune de Paris décide la démolition du monument, inspiré de la colonne Trajane de la Rome antique et qui sert de support à une statue de Napoléon Kaiser Imperator portant le glaive et la couronne de laurier. Son fût est constitué du bronze des 130 canons pris à Austerlitz, sa base est en porphyre d'Algajola, c'est du marbre. Hein. Pour beaucoup de communards, la colonne est le symbole du despotisme, de parjure du 18 Brumaire, des invasions militaires. Il est important de noter que Gustave Courbet ne fait pas partie du Conseil, puisqu'il ne sera élu que 4 jours plus tard. Le 16 mai, en début d'après-midi, 20 000 Parisiens se dirigent vers la place Vendôme. Du sable a été répandu rue de la Paix. Pour amortir les vibrations, on a même placé des fagots de bois autour de la colonne pour essayer d'en recueillir les morceaux. Le socle est scié comme un arbre, à l'horizontale, avec une légère inclinaison, par des ouvriers sous les ordres de l'ingénieur Irib, qui a été rétribué pour l'occasion. Une amende de 500 francs par jour de retard a même été prévue. À 15h30, la garde nationale entonne la Marseillaise pendant que les ouvriers évacuent la place. La première tentative se solde par un échec. Le câble et la poulie devant tirer la colonne cèdent. Un homme est blessé. Des rumeurs de sabotage commencent à circuler. À 17h15, la colonne s'incline enfin, se brise en 3 morceaux. L'empereur gît sur le dos, décapité. Des badauds se précipitent pour ramasser les trophées. Dans les salons du ministère, Courbet, que sa célébrité désigne comme le bouc émissaire idéal, montre à ses amis le monceau de lettres anonymes qui le menacent de tous les tourments. La mine sombre, il dit à Jules Vallès, « Elle m'écrasera en tombant, vous verrez ». En mai 1873, après la chute de la Commune, le maréchal MacMahon décide de faire reconstruire la colonne Vendôme aux frais de Courbet, soit plus de 323 000 francs de l'époque, une somme absolument énorme. Le peintre est acculé à la ruine, ses biens sont mis sous séquestre, ses toiles sont toutes confisquées. Il est condamné à l'exil, mais obtient de payer 10 000 francs par an pendant 33 ans. Totalement démoralisé par cette histoire, il mourra avant d'avoir payé la première traite. Alors si vous placez place Vendôme, plutôt que de vous étonner des monstrueuses breloques qui brillent dans les vitrines, ayez une petite pensée pour Gustave Courbet, le premier grand peintre engagé. Merci beaucoup, Jean. On recevait aujourd'hui donc Loïc, peintre de rue, on peut dire, parce que... Peintre de rue du dimanche. Peintre de rue du dimanche maintenant. Ouais. Mais avant, tu étais plus impliqué pendant la semaine aussi. Ah ouais, tout le temps. Tout le temps. On a eu ça à faire. Et Alice, dont il a été pas le maître, parce qu'il refuse cette appellation. Je peux n'y mettre, hein. Merci Alice, ça nous fait du bien. Ça nous fait penser à ta mère. Et Alice, merci aussi d'être venue. On espère qu'on vous retrouvera. Enfin, en tout cas, ça serait bien de prévoir une autre rencontre une autre fois, parce que je pense que vous avez encore plein de choses à nous raconter. Et puis pour moi, c'est vraiment passionnant. Voilà, Jean, tu peux nous parler des... Alors merci Loïc, merci Alice. Pas de souci. Et j'espère à bientôt. Ben oui, surtout nous qui demandons toujours à nos invités de se positionner un peu par rapport à l'artiste dans la société. Là, je crois qu'on a quand même entendu pas mal de choses. Hein. Ouais. Une expo à ne pas manquer, Grégory Crewson, je sais pas comment ça se prononce, c'est à la galerie Daniel Templon, 30 rue Beaubourg dans le 3e arrondissement de Paris, c'est jusqu'au 25 avril.
un artiste photographe qui utilise les moyens techniques du cinéma pour composer un univers personnel troublant et déroutant entre rêve et réalité. Hein. C'est vraiment très très étonnant. Et une fois n'est pas coutume, un film à ne pas manquer, Grand Torino de Clint Eastwood. Vous, je ne sais pas, mais moi, un vieux con, hein, qui fait voler comme ça ses propres barrières en éclats, je trouve ça, et qui règle son compte à son propre mythe comme à celui de son pays. Je trouve ça fascinant. En quelques films ciselés, le cow-boy, très très conformiste, est devenu une référence majeure pour le cinéma d'auteur. On espère simplement que ce n'est pas son chant du cygne. Bien sûr, on espère aussi. Ouais. C'est si beau que ça, ce film? Ah, moi j'ai adoré. Ma femme aussi. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Bah, on va adorer aussi. Vous avez fait de bonnes critiques. Oui. C'est le dernier film qu'il a sorti, là. Ouais. Plein de gens ils m'ont dit qu'il était bien. Et tu suis un petit peu son... Non, j'ai regardé le dernier que j'ai voulu regarder de lui, je crois. Ah, mais je crois que je confonds en fait. Non, je crois que c'est Clint Eastwood, vous avez dit. Ouais. Non, je confonds carrément. Ouais. Tu confonds avec qui? Non, avec... je sais même plus comment il s'appelle, mais j'ai entendu parler de ce film-là, et j'ai entendu que du bien. Pendant longtemps, on a dit de Clint Eastwood que c'est un acteur d'une seule figure. C'est-à-dire, il n'arrivait pas à sortir plusieurs grimaces, qu'une seule grimace avec son cigare quand il a joué les cow-boys dans les spaghetti western. Moi, j'adorais, et j'aime beaucoup justement ces films-là, etc., etc. Mais Clint Eastwood, il est pour ces grimaces, il est connu et il est... Ok. Bien, c'était donc la 9e d'Arracaille. On vous dit salut à mardi prochain. On salue donc encore une fois nos invités Loïc et Alice, ou Alice et Loïc, qui nous ont vachement intéressés. La prochaine fois, c'est Nathalie, une graphiste, qui sera notre invitée. On espère que ça sera aussi pétillant qu'aujourd'hui. Bon, à Racaille, sur Radio Liberté, à la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Salut tout le monde. Au revoir. Ciao. Salut.